Bonjour à toutes et à tous, alors que je retrouve mes notes, voilà. Donc bienvenue pour ce deuxième épisode, et aujourd'hui je vous parle d'un livre assez peu connu, enfin qui commence à faire son petit bonhomme de chemin dans le milieu de la philosophie, et qui est, je trouve, lumineux, d'une importance capitale. Il s'intitule Brève résolution de problèmes philosophiques suivant une méthode hegelienne, écrit par Léonore Franc, j'espère bien prononcer son nom, et paru aux éditions Skedia en 2023. Alors, quand on entend ce titre, on se dit mince, encore un livre sur Hegel incompréhensible. Eh bien, que nenni. D'une part, lorsqu'il évoque Hegel, c'est un livre d'une incroyable clarté. Je dis incroyable car c'est très rare d'être clair sur cet auteur. Lorsqu'on lit du Hegel ou sur Hegel, on finit souvent par se dire, comme Schopenhauer, c'est un charlatan. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est un très grand auteur qui nécessite d'être clairement expliqué. Et pour cela, le livre dont je vais vous parler est précieux, notamment la partie où l'auteur dialogue sur Hegel avec un interlocuteur qui se nomme Loïc Maréchalan. D'autre part, c'est loin d'être seulement un livre sur Hegel, très loin. C'est un livre où Léonore Franc, à partir de la dialectique hegelienne, propose sa propre philosophie, avec beaucoup de force de conviction et finalement assez peu de jargon, comme vous allez le voir. Ce livre, bien que court, traite de nombreux sujets classiques tels que celui du sens de l'existence ou encore du relativisme. Mais pour ne pas m'éparpiller et pour faire une vidéo assez courte, j'ai décidé de me focaliser sur la question de la liberté et du déterminisme. Pour l'étudier, il faudra toutefois en passer par d'autres chapitres du livre, puisque tout est lié dans ce livre qui possède de part en part des articulations logiques bien indiquées, un peu pour le coup à la façon de Spinoza dans son fameux livre L'éthique. Le problème classique de la liberté et du déterminisme, c'est le suivant. L'homme peut-il agir librement ou bien est-il déterminé par ce qui l'entoure ? Ne sommes-nous que des produits de notre environnement, de notre passé, de notre éducation, de l'histoire humaine ? Avons-nous un libre arbitre tout de même ? Ou le libre arbitre n'est-il qu'une illusion ? Illusion qui proviendrait, pour reprendre les fameux mots de Spinoza, qui proviendrait de l'ignorance des causes qui nous déterminent. Pour comprendre la résolution sur la liberté, chapitre 13 dans le livre, il faut au moins en comprendre une précédente. La résolution 4 sur l'un et le multiple. En fait, Léonore Franc a plusieurs façons de démontrer la résolution sur la liberté, mais nous, on va passer par seulement l'une d'entre elles aujourd'hui pour faire court. Je lis donc le début de cette résolution sur l'un et le multiple. Y a-t-il vraiment une pluralité de choses, ou bien tout est-il un ? Fin de citation. À ce problème, vous savez peut-être que Spinoza répond de la manière suivante. Il y a bien une pluralité de choses qu'il appelle des modes finis. Par exemple, il y a vous et il y a moi. Vous êtes fini, limité dans l'espace et moi aussi. Nous sommes séparés. Il y a vous et votre ordinateur ou votre écran. Mais toutes les choses, selon Spinoza, sont comprises dans une substance infinie. Une et une seule substance. C'est ce qu'on appelle le monisme. Mais revenons au texte de Léonore Franc. Je poursuis la citation. Pensons à un carré. Peut-il n'y avoir qu'un carré ? Un carré est forcément limité. Il est un carré et non autre chose. Il se distingue de ce qu'il n'est pas, de ce qui est à l'extérieur de lui, hors de ses limites. Donc l'existence du carré suppose l'existence d'une seconde chose dont il se distingue. Il en va de même de toute chose particulière, car toute chose particulière, par définition, a des limites. Il y a donc nécessairement une pluralité de choses. Fin de citation. Jusqu'ici, assez simple. Si l'on considère quelque chose de particulier, quelque chose qui tient dans un certain espace,
Eh bien ça y est, vous voyez, j'ai dû dire dans un certain espace, j'ai dû supposer qu'il y a quelque chose d'extérieur dans lequel la première chose est. Donc il ne peut pas y avoir une chose particulière sans au moins une autre, à côté de laquelle on pourra d'ailleurs donc la positionner, ou du moins parlons encore, de manière encore plus basique de distinction, hein. On pourra distinguer euh, la première chose de la seconde. Maintenant, poursuivons, je cite, toutefois, une fois deux choses posées, sont-elles vraiment séparées? Y a-t-il vraiment deux choses plutôt qu'une? Nous disons que la première chose posséderait une limite à partir de laquelle elle ne serait plus. Mais une telle frontière est partagée. La frontière à la fois inclut et exclut. Elle appartient à la chose qui est délimitée et en même temps elle marque sa fin. Les frontières sont, pour ainsi dire, des ponts. Le pont a deux côtés distincts et en même temps il relie. Il relie des lieux qui sont séparés. Il peut les relier parce qu'ils sont séparés. Fin de citation. Là, ça devient un peu plus compliqué, surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas Hegel, car oui, ici, Léonard France, sans le dire explicitement, a sûrement en tête le début de la science de la logique de Hegel, livre particulièrement complexe. Alors, que se passe-t-il ici? Effectivement, le carré, par exemple, il a des limites. Il y a quatre côtés. Mais à qui ces limites appartiennent-elles? D'une part, ce sont ses limites à lui. D'autre part, ce sont précisément des limites. C'est le début de ce qui marque son non-être et non pas à lui. Les limites lui sont données par l'extérieur. L'extérieur vient le délimiter. En fait, la question « à qui ces limites appartiennent-elles ?» c'est une fausse question, ou si vous voulez, une question où l'on peut répondre à la fois au carré et à l'extérieur du carré, ou encore à ni l'un ni l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'on commence à comprendre que ces limites sont à la fois bien là, présentes. D'ailleurs, on peut imaginer des limites très épaisses, si vous voulez, ça ne change rien, hein. Je disais donc, ces limites sont à la fois bien là, présentes, et en même temps très relatives. Car si ces limites n'appartiennent à rien de particulier, de séparé avec certitude, définitivement, alors c'est un peu comme si elles n'étaient pas vraiment là. Et ça, c'est la suite du texte qui nous en parle, vous allez voir, ça va devenir un peu plus concret et presque poétique, si j'ose dire. Je lis, « Si finalement, écrit Léonard Franc, les frontières entre des choses sont aussi des ponts, alors ne pouvons-nous pas dire que toutes ces choses n'en forment qu'une, de même que tous les pays européens forment un continent? La division de cette chose n'est-elle pas qu'un choix, un point de vue dont on pourrait se défaire? Prenons l'exemple de la mer et de la terre. Où commence et où s'arrête la mer? Au niveau du sable? Mais la partie du sable qui est mouillée, faut-il l'inclure dans la terre ou dans la mer? Et que dire du fait que l'eau de la mer en partie s'évapore pour retomber sur la terre sous forme de pluie? N'avons-nous pas en partie la mer au-dessus de nos têtes et sur les trottoirs mouillés? Il n'y a aucune séparation réelle, tout n'est qu'un continuum. Fin de citation. Alors, vous allez me dire que ça marche bien avec l'exemple de la pluie, mais qu'il n'y a pas de continuum entre votre jardin et vous, par exemple. Mais si, en fait, l'air de votre jardin, que vous croyez extérieur, il entre dans vos poumons, puis il en ressort. Et que dire du fait que 99% des gènes de votre corps, 99% des gènes de votre corps, ce ne sont pas les vôtres, mais ils viennent de bactéries auxquelles vous offrez dans votre corps le gîte et le couvert, en échange d'aide à la digestion notamment. Bon. Et vous êtes entièrement fait d'atomes,
atomes que l'on retrouve à l'extérieur et dont les noyaux viennent de très loin, viennent des étoiles, d'où la fameuse expression d'Hubert Reeves selon laquelle vous êtes des poussières d'étoiles, etc., etc. La distinction entre intérieur et extérieur est toujours plus floue qu'elle ne le paraît. Pour l'instant, Spinoza serait ravi de lire cela. On retrouve ponctuellement le spinozisme. Tout n'est qu'un continuum. Les êtres comme vous et moi sont en fait plongés dans une seule substance qui n'est pas réellement divisible. Il n'y a pas d'empire dans un empire, comme dit Spinoza, mais il n'y a bien qu'un monde, un monde qui est un. Mais la suite s'écarte nettement de Spinoza. Prenons deux carrés côte à côte pour faire simple. Alors vous aimeriez peut-être qu'on parle d'emblée de l'ensemble des choses, à savoir l'univers, ce qui nous ferait entrer dans la question de l'infini, mais ça c'est l'objet d'un autre chapitre du livre, donc faisons un peu moins que ça aujourd'hui, ce qui reste très important. Restons-en à deux carrés côte à côte. On vient de voir que d'une certaine manière, il n'y a en fait qu'une chose. Cette chose ressemblerait à un rectangle avec un trait au milieu. Mais ce trait ne serait pas une séparation réelle, ce serait simplement un pont, comme une ligne qui à la fois sépare et relie les deux moitiés d'un terrain de foot. Donc d'un certain point de vue, il n'y a qu'un grand rectangle et non pas deux carrés. Mais c'est ici que le renversement de situation opère encore. Je cite Léonore Franc. Mais si tout n'est qu'un continuum, alors il n'y a qu'une seule chose. Mais il est impossible qu'il n'y ait qu'une seule chose, car une chose en implique forcément une autre, voire le début de cette résolution. Fin de citation. Et oui, on l'a vu. Ce rectangle, ce terrain de foot, ce continuum, pour le penser, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui le délimite pour qu'il soit bien une chose. Et pour qu'il soit bien une chose avec sa spécificité, avec sa propre définition, il faut bien qu'il se démarque de ce qu'il n'est pas, qu'il se distingue. Donc il doit bien y avoir encore autre chose que le rectangle à l'extérieur. C'est vertigineux. L'idée du continuum nous pousse à revenir à l'idée de la séparation. C'est la dialectique. L'un et le multiple versent l'un dans l'autre. Ce qui, somme toute, devrait vous rassurer, puisque ça veut dire que vous êtes bien aussi séparés de votre cafetière. Vous allez me dire, ça, Spinoza l'avait bien vu aussi, en disant que d'une part, il y a des modes finis, comme votre cafetière et vous, et d'autre part, une substance qui englobe tous ces êtres limités. Mais Spinoza n'a pas compris que l'on trouve l'idée de séparation à partir de l'idée d'unité, et l'idée d'unité à partir de l'idée de séparation, comme on vient de le voir, et cela va avoir des conséquences décisives sur le problème de la liberté et du déterminisme. Je rappelle ce problème. L'homme peut-il agir librement ou bien est-il déterminé par ce qui l'entoure ? Ne sommes-nous que des produits de notre environnement, de notre passé, de notre éducation, de l'histoire humaine, etc. Le lien entre ce qui précède et le problème du déterminisme, il est assez simple à comprendre. Pour Spinoza, le libre arbitre n'est qu'une illusion, car nous sommes pris dans un enchaînement causal immense et que nous ne sommes donc qu'une partie de ce réseau de causes et d'effets. C'est le lien avec la question de la partie et du tout, de l'un et du multiple, que l'on vient d'évoquer. Je cite Spinoza au début du chapitre 4 de l'Éthique. Nous sommes passifs en tant que nous sommes une partie de la nature qui ne peut se concevoir par soi sans les autres parties. Fin de citation. Alors, fort heureusement, Spinoza va aussi expliquer comment devenir actif, c'est-à-dire comment il peut se passer des événements qui se comprennent en référence à nous-mêmes, car on aurait réussi, en les comprenant, à les aligner sur notre propre vie et notre propre effort pour devenir plus puissants. Mais cela reste inscrit dans un système déterministe. Simplement, quand on est actif,
On exprime une nécessité interne à soi et non plus extérieure. C'est un peu compliqué et mon but n'est pas de résumer tout Spinoza ici, mais je vais simplement essayer de vous faire comprendre que Léonard Frank déconstruit ou au moins renouvelle l'approche du déterminisme chez Spinoza. Je lis Léonard Frank. Quelqu'un est dit déterminé par autre chose lorsque cette chose a une puissance sur lui et que cette puissance ne vient pas de lui ni n'est comprise par lui. Toutefois, nous pouvons aussi montrer que cette puissance vient de lui, puisque tout est un continuum et qu'il est donc cette chose, entre guillemets, autre. Alors cette chose le détermine de l'intérieur. Or, une telle nécessité interne correspond à la liberté comme cela est expliqué dans l'éthique de Spinoza. En d'autres termes, le déterminisme suppose qu'une partie, par exemple un homme, ne serait qu'une partie, nettement séparée du tout. Toutefois, nous avons montré que le contraire est vrai également dans la résolution 4. Et d'ailleurs, Spinoza en a quelque peu l'intuition lorsqu'il comprend que la partie est du tout et faite de ce tout d'où elle tire sa propre activité ou liberté, car le tout, n'admettant par définition rien d'extérieur à lui, est parfaitement actif et s'autodétermine. Fin de citation. Alors, la dernière phrase sur Spinoza est un peu compliquée. Je voulais juste vous la lire pour vous montrer que Léonard Frank a quand même un grand respect pour Spinoza, même s'il va exposer les limites du spinozisme. D'ailleurs, très rapidement, lorsque Léonard Frank écrit « car le tout n'admettant par définition rien d'extérieur à lui », ça c'est du Spinoza, c'est pas du Léonard Frank, puisque on vient de le voir. Au contraire, selon Léonard Frank, décompose une chose, quand bien même on appellerait cette chose le tout, il doit y avoir quelque chose d'extérieur, et donc ce tout est en fait très relativement une totalité. Bon, je ferme cette parenthèse. Alors, le début de ce que je vous ai cité, par contre, me paraît assez clair. Que s'est-il passé ? On a vu que, d'une certaine manière, vous êtes défini par ce qui est autre que vous. Alors, vous ne pouvez plus vous considérer comme n'étant qu'une pauvre partie dépassée par ce qui l'entoure, et entoure entre guillemets. Cela change radicalement la perspective. Et je précise, parce que là, vous pourriez vous dire qu'on est encore dans du Spinoza, donc je fais une précision. On a vu que, d'une certaine manière, vous êtes défini par ce qui est autre que vous, même quand cet autre vous nuit, même quand cet autre ne s'aligne pas sur votre puissance. Ce qui est extrêmement déroutant. Toutefois, on l'a vu également, vous êtes aussi bel et bien séparé de cet autre. Comme ça, on passe d'un point de vue à l'autre de manière assez déstabilisante, ce qui révèle, selon Léonard Frank, l'absurdité du monde, mais ça, j'y viendrai juste après. J'aimerais vous lire juste encore un passage qui est sûrement plus clair que le précédent et qui met en lumière ce double point de vue sur la liberté, où l'on comprend que le libre arbitre est une illusion et ne l'est pas. Je cite. « Il est ici possible de faire une nouvelle remarque qui traite de l'acquisition de cette maîtrise ou liberté. Lorsque nous comprenons une cause qui nous détermine, nous savons en même temps comment nous écarter de cette cause si elle nous affaiblit, ou comment la réorienter en notre faveur. Ainsi, c'est en étudiant un virus que les chercheurs en médecine ou en informatique ont l'espoir de trouver finalement un antivirus. Ils savent que la connaissance permet l'action. Toutefois, nous pourrions soutenir que ces chercheurs sont déterminés à trouver ou non cet antivirus. Donc, on passerait du point de vue d'une perte de contrôle. Toutefois, ils pourraient connaître le déterminisme de cette quête, de cette recherche, et à nouveau, on penserait le point de vue du gain de contrôle. Toutefois, cette dernière connaissance est elle-même déterminée, etc. » Fin de citation. Explicitons peut-être un peu cet exemple des médecins qui recherchent un antivirus.
Ils le recherchent en étudiant, en essayant de connaître le virus de plus près. Et finalement, ils peuvent effectivement espérer trouver un antivirus, donc se libérer de ce qui est pour eux un mal, se libérer de cela, s'émanciper. On a ici le point de vue de la liberté. Et en même temps, l'autre point de vue, celui du déterminisme, reste totalement opérant, totalement adéquat. C'est-à-dire que ces chercheurs sont déterminés dans leur recherche même d'un antivirus. Pourquoi sont-ils là, à cet endroit, à ce moment-là, en train de faire des expériences dans leur laboratoire? Parce qu'ils sont devenus médecins. Pourquoi sont-ils devenus médecins? De par peut-être l'éducation que leur ont transmise leurs parents, la vocation peut-être vient de leurs parents, ou que sais-je encore, mais il doit y avoir tout un faisceau de causes à leur recherche elle-même. Causes qui, très rapidement, échappent à leur contrôle, car elles peuvent d'ailleurs remonter à un temps, à une époque qui précède leur naissance. Toutefois, on peut retrouver encore le point de vue de la liberté, parce qu'on pourrait imaginer des médecins qui connaissent bien leur passé, sont aussi un petit peu sociologues, et donc connaissent la sociologie de la recherche médicale, etc. Bref, ils connaissent le déterminisme de leur recherche même d'un antivirus. Toutefois, cette dernière connaissance est elle-même déterminée, etc. Pourquoi sont-ils devenus aussi des sociologues de la médecine, etc. On peut passer d'un point de vue à l'autre de façon incessante. Et c'est ce que remarque Léonard Frank. Il remarque qu'il y a un passage du déterminisme à la liberté de façon incessante, ce qui semble fou, absurde, contradictoire. Et c'est là la grande différence avec Hegel. Léonard Frank ne voit pas dans cette contradiction un dépassement des concepts, mais une absurdité. Bon, c'est très original de voir surgir une nouvelle philosophie de l'absurde avec l'aide de Hegel, avec l'aide d'un des philosophes les plus rationalistes de l'histoire des idées. Je ne vais pas développer ce que Léonard Frank appelle exactement absurdité. Je me dois de faire une vidéo assez courte. Mais simplement pour conclure et en quelque sorte résumer, je dirais que Léonard Frank pointe du doigt deux angles morts du spinozisme et de son déterminisme. Premièrement, il y a le problème chez Spinoza de la réalité de ce qu'il appelle un mode fini. Par exemple, vous et moi, nous sommes deux modes finis, séparés, ou encore votre écran et vous. Et pourtant, Spinoza affirme que tout est un. Et pourquoi pas? C'est proche de ce que dit Léonard Frank. Mais Spinoza ne travaille pas cette contradiction. Je cite Léonard Frank dans une note de bas de page. Spinoza n'a pas saisi la dialectique complète de la liberté, car l'un des angles morts du spinozisme est le travail de la distinction entre intérieur et extérieur. Fin de citation. Et en effet, lisons le premier axiome du tout début de l'éthique de Spinoza. Tout ce qui est ou bien en soi, ou bien en autre chose. Fin de citation. Pas de chance, on peut être à la fois en soi et en autre chose, ou plus exactement, d'une part, pour être en soi, il faut se distinguer de l'autre, donc l'autre nous fait être, il participe de notre être, et d'autre part, pour se distinguer de l'autre, il faut avoir un soi, nous l'avons vu. Le deuxième angle mort du spinozisme que nous fait remarquer Léonard Frank, même s'il exprime dans son livre le plus grand respect pour Spinoza, ce deuxième angle mort, c'est le fait que chez Spinoza, la causalité est postulée. La causalité n'est pas déconstruite. Spinoza ne pense jamais en deçà de la causalité, comme a pu le faire Hume ou comme le fait Léonard Frank dans un autre chapitre que je n'ai pas évoqué. En effet, la causalité ne fait l'objet que d'un axiome chez Spinoza. Elle est posée comme ça, directement tenue pour vraie. C'est le troisième axiome au début de l'éthique. Je cite Spinoza. D'une cause déterminée que l'on suppose donnée,
suit nécessairement un effet. Et au contraire, si nulle cause déterminée n'est donnée, il est impossible qu'un effet suive. Fin de citation. Bref, c'est le principe de causalité. Pourquoi je vous en parle dans cette même vidéo ? Car vous comprenez facilement que si l'on arrive à déconstruire le principe de causalité, à en douter d'une façon ou d'une autre, cela change totalement, encore une fois, notre approche du déterminisme. En effet, le déterminisme, c'est le règne de la causalité nécessaire, hein. Et je n'aurai pas de libre arbitre, car je ne serai qu'un maillon dans toute une chaîne de causes, une chaîne infinie de causes, et qui d'ailleurs précède largement ma naissance. Une sorte de suite de dominos qui tombent, si vous voulez, même si c'est simplifié, puisque le réel est bien plus complexe, spatialement et temporellement, qu'une suite de dominos, évidemment. Mais le problème reste entier. Spinoza n'a pas douté du principe de causalité, et s'il l'avait fait, il aurait trouvé, selon Léonard Frank, à nouveau une absurde contradiction logée au cœur de la causalité. C'est l'objet d'un autre chapitre. Toutefois, si Spinoza n'est pas allé au bout de la dialectique, il demeure qu'il a brillamment exprimé certains versants de la contradiction, pour parler comme Léonard Frank, notamment le versant du continuum de toute chose, ce fait que tout est un. Je suis loin d'avoir parlé de tout le chapitre sur la liberté. Il y a notamment une série d'objections auxquelles répond Léonard Frank. Pour ça, je vous laisse lire le livre. Vous vous posez peut-être aussi la question suivante. Si cette contradiction de la liberté, si cette absurdité est démontrée logiquement, est-ce encore absurde ? Le livre y répond aussi. Donc encore une fois, je vous laisse lire le livre, j'espère vous avoir donné envie de l'explorer, et je vous dis à bientôt.